Bien, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue donc à cette visite guidée du village de Renneville, organisée par la Maison pour tous. Donc, il y aura 3 visites dans l'après-midi, 14h30, 15h30, 16h30. On essaiera de tenir les horaires, mais comme je suis un peu bavard, on risque de prendre un peu de retard. Alors, c'est, comment dirais-je, c'était pas gratuit, parce que ce qui est gratuit ne vaut rien. Et ce qui coûte 3 € ne vaut pas grand-chose. Mais néanmoins, vous jugerez bien évidemment à la fin de la visite si ça valait le coup. Alors, nous serons 2 pour cette visite guidée. Il y a d'abord Alain, qui est au Rennes, parce que c'est le roi de la calèche. Rennes, roi, enfin bon. Hein. Et puis, d'autre part, donc, je vous commenterai également cette visite. Moi, je m'appelle donc Christian Manable, je suis conseiller municipal de Renneville. Et puis, je suis un petit peu l'historien de Renneville, puisque en 1984, j'ai commis un ouvrage sur l'histoire de Renneville, des origines à nos jours. Alors, c'était en 1984, mais bon, un livre d'histoire, en l'occurrence, et si j'ose dire, toujours d'actualité. Voilà, donc on va commencer cette visite. Alain va pouvoir y aller. Au galop. Hein. Au galop. Donc les chevaux qu'il y a devant, c'est donc 2 juments, c'est des cobs normands. Donc c'est resté en France. 9 races de chevaux de trait. S'il n'y avait pas eu la boucherie, il n'y aurait plus de chevaux de trait aujourd'hui en France, c'est clair. Ça, c'est une race qui vient de la Basse-Normandie, du côté autour de Saint-Lô, si vous connaissez. Donc c'est ce qu'on a. Donc c'est des chevaux qui sont assez légers. C'est des chevaux de trait mais assez légers qui surtout conduisaient de l'eau dans les pâtures, puisque là-bas c'est une région d'élevage. Alors que dans le nord, il faut des chevaux beaucoup plus lourds, parce que là on laboure. Et c'est très lourd de labourer. Voilà. Donc Alain abordera surtout les questions liées aux chevaux et puis au transport hippomobile, notamment au 19e siècle. Et moi j'aborderai les autres questions sur l'histoire de Renneville. Et je vais commencer tout d'abord par les origines. Or, les premières traces d'occupation humaine à Renneville remontent à l'époque paléolithique. Alors, un petit rappel d'école hein, sur la préhistoire, il y a 3 périodes. Le paléolithique, c'est l'époque de la pierre taillée. Le néolithique, la nouvelle pierre, c'est-à-dire la pierre polie, n'est-ce pas? Puis après, il y a les âges du fer, du bronze, etc. La paléolithique, c'est-à-dire 60 000 ans avant Jésus-Christ. C'est là où on a des traces d'occupation des premiers hommes sur Renneville, hein, qui n'était pas évidemment le village que l'on connaît aujourd'hui. Si vous n'entendez pas, vous me le direz. Hein. Alors, on a d'autre part découvert, ça c'était en 1860, une allée couverte. Vous savez, vous connaissez les dolmens, une sorte de succession de dolmens qui constituait une allée couverte, qui se situait à l'est, c'est-à-dire par ici, par rapport à la route départementale 11, dont j'aurai l'occasion de reparler d'ailleurs assez souvent. Ces dolmens prouvent là encore l'occupation des lieux par les hommes et cette fois à l'époque néolithique. À l'époque néolithique, il y a des grands progrès qui sont accomplis. Notamment, les hommes se sédentarisent. Au lieu de vivre de la cueillette, de la pêche et de la chasse, ils vont inventer, si je puis dire, l'agriculture, constatant qu'en plantant une graine et qu'on attend quelque temps, eh bien, elle donne d'autres graines. Donc il y a de quoi se nourrir sur place. Ça sera l'époque des premiers villages. C'est l'époque où l'on commence, où l'homme, si j'ose dire, commence à transformer la nature. Alors évidemment beaucoup moins qu'au cours des siècles suivants et notamment beaucoup moins qu'à l'époque de la révolution industrielle du 19e siècle. Alors je voudrais aussi évoquer la toponymie. La toponymie, c'est le nom du lieu. Quelle est l'origine du nom de Renneville? Il y a plusieurs hypothèses, mais la plus vraisemblable, ça serait Raganus ou Rhenus, suivi du suffixe germanique ing et accolé au latin villa, qui veut dire domaine agricole. Donc en d'autres termes, ça désignerait le colon, en quelque sorte, romain, qui a créé ce village. Bien, c'est un peu comme Poulainville. Beaucoup pensent que Poulainville, c'est la ville du poulain. Non, rien à voir. C'est Paulus, c'est-à-dire Paul, villa, la villa de Paul, du nom du Romain qui a créé donc cette villa qui par la suite est devenue donc un village. Alors il existe en France plusieurs Renneville, certes avec des orthographes différentes, mais vous avez par exemple Renneville dans les Vosges, non, Rainville, pardon, excusez-moi, Rainville dans les Vosges, et puis Renneville, R-E-2-N-E-V-I-2-L-E, dans les Ardennes, dans l'Eure et en Haute-Garonne. Donc au total, il y a 5 villages en France qui portent le nom de Renneville. Et alors, chacun de ces villages avait autrefois un blason populaire. Un blason populaire en picard, c'est un surpiqué, ça veut dire un surnom.
on donnait un surnom aux habitants des villages, et qui étaient des surnoms plutôt moqueurs qu'élogieux, en fonction de leur caractère, en fonction de leur aspect physique, etc. Alors, par exemple, ce blason populaire à Renneville, j'étais chez Badeux de Renneville. Les Badeaux, parce que les villages étaient à l'époque des communautés un peu fermées, qui n'étaient pas très ouvertes sur l'extérieur, qui ne connaissaient pas beaucoup d'autres personnes que les habitants même du village. Et donc, chez Badeux, ça veut dire les Badeaux, les curieux en quelque sorte. Alors, vous avez différences surpiquées. Hein. Par exemple, à Villers-Bocage, on surnommait chez les habitants chez Co. Parce que quand ils parlaient, on avait l'impression qu'ils miaulaient comme un chat. N'est-ce pas à Flesselles, c'était chez Bedet de Flesselles. Parce qu'il y avait une tradition, c'est qu'à Flesselles, on fabriquait des latrées en bois pour soutenir le torchis des maisons picardes. Et Flesselles était en quelque sorte spécialisé là-dedans et allait mener ces latrées, les vendre à Amiens. Amiens, à l'époque, était entouré de murailles et il y avait des portes étroites, et notamment au nord, la porte Montesquieu, montre ton écu, c'est-à-dire paye un octroi, paye une taxe pour entrer de la marchandise et aller la vendre en ville. Et puis un jour, il y a un habitant de Flesselles qui a mis chez Latré, non pas dans le sens du bedet qu'il est transporté sur son dos, mais en travers. Il est arrivé à la porte, il n'a pas pu rentrer dans Amiens. Alors évidemment, il est revenu avec, sous les huées des Flessellois, qui ont dit celui-là, c'est vraiment un bedet. Et d'ailleurs, à Flesselles, vous pourrez aller voir, sur le château d'eau, eh bien, on a peint effectivement des bedets. Alors là, on se dirige vers un nouveau lotissement de 56 maisons, après un lotissement de 25 et de 30 maisons, ce qui fait passer la population rennevilloise aujourd'hui à 1081 habitants. 1081 habitants, on dépasse les 1000 habitants. Alors, voilà, ce lotissement, on y arrive, où la plupart des maisons sont construites, avec des terrains d'une surface beaucoup plus petite qu'autrefois. Aujourd'hui, les nouveaux ruraux, les néo-ruraux, eh bien, ne souhaitent pas de grands terrains comme autrefois, hein, parce que il faut l'entretenir, parce que c'est du temps à passer, c'est de l'argent, etc. Donc, on arrive dans ce lotissement où le conseil municipal a dû récemment donner de nouveaux noms. Alors, là, on va arriver. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Oh, merci. J'ai une assistante, c'est extraordinaire. Profitez-en. Ouais. On va arriver dans la rue principale de ce nouveau lotissement qui comporte au total 3 voiries. Et le conseil municipal, plutôt que de donner des noms d'une grande banalité en quelque sorte, la rue de l'église, bon, c'est courant, la place de la mairie, etc. On a choisi des noms en fonction des découvertes archéologiques qui ont été faites dans le cadre des fouilles archéologiques préventives. Hein, c'est une obligation légale. Et on y a découvert notamment ce magnifique bijou. Donc on l'a appelé le bijou antique. Il fait à peu près 5 cm. Il serait digne de figurer incontestablement dans un musée. Et d'après les archéologues, il serait d'origine italienne. Alors c'est vrai qu'il y avait des voies commerciales qui reliaient notamment la Bretagne, ce qui est aujourd'hui l'Angleterre, jusque l'Italie. C'était une route commerciale où on transportait notamment le bronze, différents produits, le sel, etc. Et donc ce bijou serait vraisemblablement d'origine italienne. Et on y a aussi découvert, il y aura une rue des Saulniers. Les saulniers, c'est les gens qui s'occupent du sel, parce qu'on a découvert là aussi des fours, des entrepôts plus exactement, de sel. Voici la photo. Alors, c'est pas un endroit évidemment où il n'y a pas de marais salants, il n'y a pas la mer, mais c'était des entrepôts de stockage de sel qui provenaient vraisemblablement d'autres régions, bien évidemment. Alors, on va parler un petit peu. Oui. Parce que le cimetière où on a découvert le bijou, il se trouvait par ici. Et on a retrouvé, je ne sais pas si c'est un bijou, parce qu'on a retrouvé aussi un récipient pour mettre du parfum aussi en verre.
Je te laisse Donc voilà, finir. la rue du bijou antique, trouvée dans une tombe, hein, comme le disait Alain, qui daterait du 1er siècle après Jésus-Christ, donc origine Italie du Nord, et c'est vraiment une découverte assez exceptionnelle pour ce lieu. Hein. Alors on a aussi donc la rue des Sauniers, je l'ai dit, c'est les personnels qui travaillent à la production du sel ou à la vente du sel. Alors le sel avait autrefois une très grande importance parce que ça servait à conserver les aliments. Il n'y avait pas de frigo, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de boîte à conserve. Tout ça, ce sont des inventions du 19e siècle. Donc pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, le sel a été indispensable aux hommes pour la conservation des aliments. Et ce qui a évidemment donné l'idée au roi d'imposer, de faire des taxes sur le sel. Ça s'appelait la gabelle, hein, sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution de 1789. Aujourd'hui, il n'y a plus de gabelle, parce que le sel, ça sert à donner un peu de goût aux aliments, hein, ça ne sert plus tellement à conserver les aliments, mais on a trouvé quand même à convertir la gabelle en taxe sur les produits pétroliers, n'est-ce pas? C'est plus d'actualité. On peut avancer, cocher. Alors on va emprunter une des autres rues, c'est la rue des Zambiani. Alors c'est la plus longue d'ailleurs de ce lotissement. Les Zambiani, c'était un peuple celtique, allez, pour simplifier on dira gaulois, qui était originaire de la zone danubienne, du côté du Danube. Parce qu'on sait qu'il y a eu sous l'Antiquité des vagues successives d'envahissement depuis l'est de l'Europe vers l'ouest, n'est-ce pas? Il y a eu notamment plus tard les Ostrogoths, c'est les Goths de l'ouest, de l'est, pardon, les Visigoths, etc. Et là, c'est un peuple d'origine danubienne qui s'est installé sur les rives très riches, très fertiles, je dirais, du bord de Somme. La Somme, Samara. Amiens, Samara, Briva. Hein, c'est-à-dire le pont sur la Somme. Hein, le pont sur la Somme. Voilà. Donc, voilà pour les noms qui ont été choisis. Hein. Alors, je signale, bon, j'ai été sénateur et je suis un peu à l'origine d'un rapport sur les communes nouvelles, c'est-à-dire les fusions de communes. Parce que on pense que en milieu rural, pour offrir des services de proximité à la population, il faut se regrouper. Une commune de 500 habitants, même de 1000 habitants, ne peut pas offrir tous les services. C'est un peu l'origine de la colère des Gilets jaunes, n'est-ce pas? Donc le regroupement de communes, pour qu'il y ait une taille pertinente, n'est-ce pas? Or, on s'est heurté au moment de ce projet de loi à une difficulté, c'était le nom des rues, l'adressage postal. Et on a eu un accord avec la Poste parce que si vous regroupez 4 villages, vous allez avoir 4 rues de l'église, 4 places de la mairie, de quoi faire devenir chèvre le facteur du coin, n'est-ce pas? Donc il y a eu un accord avec la Poste pour repréciser en même temps, sous le nom de la commune nouvelle, eh bien, la commune ancienne pour que le facteur s'y retrouve. Voilà, on emprunte, alors je crois que ça c'est la rue des Zambiani. Vous voyez que toutes les constructions ne sont pas terminées. Mais incontestablement, ça amène des habitants nouveaux. Alors je voudrais dire un mot justement sur l'histoire démographique de Renneville. En 1698, nous sommes à la fin du XVIIe siècle, Renneville comptait environ, je dis bien environ parce qu'il n'y avait pas de recensement démographique précis comme aujourd'hui, 400 habitants. Et puis le pic de population, c'est 1836, où là, 1268 habitants. Et c'est partout, dans la Somme notamment, le pic démographique. Parce qu'après, ça va baisser. Et ça baisse pourquoi? Pour 2 raisons. 1, l'agriculture se modernise et commence à se mécaniser. Donc, pour parler simple, avec les machines, l'agriculture a moins besoin de bras. Les gens n'ont plus de travail, ils partent. Et en plus, simultanément, au même moment, à quelques kilomètres de là, à Amiens, l'industrie textile se développe. Et elle a besoin de bras. Donc on a une sorte de mouvement, hein, de transit des habitants des campagnes vers les villes. 1836, 1268 habitants. Ensuite, 1911, on est à la veille de la Première Guerre mondiale, 502 habitants. Et puis le creux de la vague, eh bien, ce sera 1946. Après la Deuxième Guerre mondiale, Renneville ne compte plus que 346 habitants. Et aujourd'hui, je le rappelle, 1081. Donc il y a eu un phénomène de dépopulation
entre 1836 et 1946, mais par contre, depuis les années 1970-1980, on a ce que les géographes appellent un phénomène de rurbanisation. Là, cette fois, c'est le mouvement inverse. C'est les habitants d'Amiens qui viennent à la campagne. Le choix de qualité de vie, la proximité de la zone industrielle d'Amiens, la proximité d'Amiens font que tous ces villages ici, au nord comme au sud d'Amiens, eh bien, se remplissent de nouveaux habitants qu'on appelle les néo-ruraux. Et ils ont amené un sang nouveau. Moi, je fais partie de cela, je suis amiénois d'origine, je suis arrivé en 1978 ici à Renneville. J'ai épousé une Rennevilloise et donc on s'est installé ici parce que bon, on n'était pas loin d'Amiens. Et donc ces néo-ruraux ont apporté un sang nouveau notamment au niveau de la vie associative. La Maison pour tous, qui organise cette visite aujourd'hui, eh bien, a créé des activités multiples dans le cadre de la Maison pour tous. Les clubs sportifs, le tennis est né. Parce que ces gens d'origine urbaine avaient l'habitude à Amiens de pratiquer le tennis. Ils ont voulu continuer à le pratiquer ici à la campagne. On a construit des cours de tennis. Donc il y a eu un sang nouveau, il y a eu un renouvellement de population et donc un certain dynamisme à la fois de la démographie et un dynamisme aussi au niveau des activités de loisirs. Alors on va prendre la rue d'Amiens. La rue d'Amiens, c'est une ancienne voie romaine. C'était la voie romaine numéro 4 qui reliait donc Amiens, Samaro-Briva, jusque Arras et Thièvres. On en trouve la trace dans des documents anciens et on pense que cette voie romaine date du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce qui montre que c'est une voie romaine, c'est son aspect rectiligne. Parce que c'était des voies stratégiques pour le déplacement des armées romaines, pour contrôler la paix, pour contrôler les frontières. Il fallait donc que l'on se déplace rapidement d'un point A à un point B. D'où ce côté, vous voyez, tout à fait rectiligne, sauf à Pierregaud, où là vous avez un crochet. Effectivement, la route contourne un oppidum. Un oppidum, c'est une colline, une petite butte fortifiée qui a d'abord été occupée par les Gaulois, puis par les Romains. Et là, on contourne cet oppidum avant de retrouver un tracé rectiligne jusque Rubempré, au-delà, vers Puchevillers, etc. Donc, ancienne voie romaine. Et donc, sauf à Pierregaud, je le disais, à Pierregaud, dont l'origine du nom, peut-être, j'y mets beaucoup de précautions, veut dire la pierre de Dieu, pierre grotte, parce qu'il y avait une borne milliaire. Les Romains étaient vachement organisés, ils étaient modernes avant l'heure. Il y avait des bornes qui indiquaient non pas le kilométrage, mais les milles, ce qu'on appelait les milles, et donc il y avait une borne milliaire à Pierregaud, qui a été ensuite rattaché en quelque sorte à la culte chrétien, et ça serait l'origine du mot de Pierregaud. Alors j'en viens maintenant à une époque un peu plus proche, le Moyen-Âge et l'époque moderne. Ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est les siècles qui précèdent la Révolution française de 1789. Alors le village a probablement né des défrichages qui ont été menés à partir des 7e et 8e siècles par les moines de Corbie. L'histoire de Renneville est étroitement liée aux moines de Corbie, qui était la plus grande abbaye bénédictine du nord de la France. Ils possédaient des immensités de terres. Ça a été un foyer culturel. C'est là, à Corbie, dans cette abbaye bénédictine, où l'on a inventé l'écriture caroline. La caroline, c'est-à-dire une écriture de l'époque carolingienne, c'est celle, sans que vous le sachiez, que vous utilisez tous les jours. C'est là l'origine de cette écriture aussi répandue, c'est Corbie. Et ici, on dépendait effectivement des moines de Corbie qui ont défriché une immense forêt qui était la forêt de Vicogne. Le nom reste dans le village de la Vicogne, qui s'étendait de Corbie jusqu'à Vignacourt et je dirais de Doulan à Amiens pratiquement. Donc les moines créent notamment la ferme de Beauvoir. Alors cette ferme, on en a des traces grâce à la photo aérienne de Roger Agache, un archéologue picard génial, qui a découvert les traces de construction d'autrefois grâce à l'avion. Et cette ferme, elle est fermée par un enclos valaire. Aujourd'hui, on ne le voit plus, sauf à prendre de l'altitude, qui se situe sur la gauche du chemin qui va de Renneville à Saint-Gratien, la ferme de Beauvoir.
Voilà cette ferme qui était gérée par les moines de Corbie. Et en 1220, cette ferme est pillée, elle est brûlée, et ensuite, entre 1636 et 1650, les bâtiments sont ruinés, et au cours d'une invasion, et aussi lors des combats de la Fronde. La Fronde, c'est la guerre entre les grands seigneurs et, on va s'arrêter là, oui, entre les grands seigneurs et le roi. Hein. Donc c'est totalement détruit. Mais néanmoins, les moines de Corbie ont gardé une antenne à Renneville. Rue de Villers-Bocage, une maison briques et pierre, de petite dimension néanmoins, où résidaient quelques moines qui géraient les terres de Renneville. Cette maison, bien sûr, existe toujours, rue de Villers-Bocage, un petit peu avant le carrefour avec la rue d'Amour, n'est-ce pas? Vous voyez, sur la droite, un peu en retrait par rapport à cette rue de Villers-Bocage. Et par la suite, eh bien, cette maison est devenue, elle a été construite au XVIIIe siècle, elle a été transformée en école de filles gérée par la Sainte Famille d'Amiens en 1826, et donc on la voit toujours aujourd'hui, c'est une simple maison d'habitation. Alors on s'est arrêté là, rue d'Amiens, et notamment devant l'unique café qui reste à Renneville. Des cafés, avant la guerre de 14-18, il y en avait 16 à Renneville. 16. Bien. Alors, quand on dit café, c'était bien souvent dans une pièce d'habitation. Il y avait quelques étagères avec quelques bouteilles, n'est-ce pas? Il n'y avait pas une grande variété de produits comme aujourd'hui dans les bistrots. Et on y vendait aussi bien souvent du tabac. Donc 16 cafés. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Et je voudrais vous signaler qu'un arrêté municipal du 14 décembre 1851 indique que les cafés et cabarets de la commune de Renneville seront fermés tous les jours à 10h du soir, 2h. De plus, le texte précise qu'il est défendu, écoutez bien, c'est marrant, de lire les journaux en commun et à haute voix dans les 10 cafés et cabarets. Le garde champêtre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Voilà. Donc, des cafés, il y en avait un chemin de Coisy, il y en avait 7, rien que 7 dans cette rue d'Amiens. Il y en avait 4 rue de Pierregot, 2 rue Neuve, 1 rue de Saint-Gratien et 1 rue de Villers-Bocage. Et je vais vous citer le nom de quelques-uns de ces cafés. Il y avait le Bon Air. Alors le Bon Air, c'était celui qui était à l'entrée du chemin de Coisy, où il y avait une briqueterie. Mais pas une briqueterie, comment dirais-je, définitive, c'était une briqueterie temporaire. C'est-à-dire qu'on faisait une pyramide avec des briques, car nous sommes dans une zone de terre argileuse, du charbon, des briques, du charbon, etc. On faisait une sorte de meule, on y mettait le feu pour cuire les briques, et ensuite on les laissait sécher sous des petits hangars. Et cette briqueterie a été dernièrement tenue, quand je dis dernièrement, c'était début XXe siècle, par M. Séguin, le père d'Alfred Séguin, je m'adresse aux anciens, qui était le menuisier ébéniste rue de Villers-Bocage, ici à Renneville. Et il y avait un billard et il y avait un stand de tir dans ce bistrot. Vous aviez ensuite, à l'opposé de l'entrée là-bas, de côté de Coisy, vous aviez un autre café qui s'appelait le Dernier Sou, rue de Pierregot, à la sortie du village. Le dernier sou, parce qu'en sortant du village, c'est là qu'on allait boire le dernier coup, n'est-ce pas? Bien, c'était dans la maison de Lucienne Boutor, pour ceux qui connaissent. Ensuite, il y avait chez Léon. Alors ça, c'était une institution. Ma femme qui est née ici, en 1948, à une époque où on naissait à la maison. On n'allait pas à la maternité. D'ailleurs, j'évoquerai le docteur de l'époque. Donc, chez Léon, c'était au coin de la rue d'Amiens et de Villers-Bocage, là, à quelques dizaines de mètres d'ici. Alors, c'était un café, Léon, c'était la dame qui tenait ça, la vieille dame qui tenait ça, café, épicerie et bal. Et bal, et oui, il y avait beaucoup moins de distractions à l'époque qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ensuite, il y avait chez André Cosette, et c'était rue de Villers-Bocage, une maison en briques, qui existe toujours, face à la rue d'Amour. Et il y avait là, vous savez, il y a une sorte de, pas un véritable rond-point, mais autrefois il y avait un très grand tilleul qui était assez remarquable. Et alors ce café-là, il servait d'épicerie, il n'y avait pas Marquette, il n'y avait pas Carrefour, il servait d'épicerie, de café et de cinéma temporaire. Et mon épouse se souvient que lorsqu'elle avait une dizaine d'années, donc à la fin des années 50 et au début des années 60, alors pas tous les jours, je crois que c'était peut-être bien une fois par mois, il y avait un gars qui venait, un projectionniste, et qui venait passer des films. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Et le village se retrouvait, c'était en même temps un moment de convivialité, un moment de sociabilité. On allait au cinéma dans le village.
Vous avez ensuite l'auberge des 4 fleurs de lys, on va y aller tout à l'heure. Alors elle est nettement plus ancienne, c'est le XVIIIe siècle, c'est rue de Pierregault. Et d'ailleurs, c'était une des rares maisons anciennes avec étage. Forcément, il y avait des chambres, c'était une auberge, n'est-ce pas? Et puis, ici, nous sommes devant ce qui était le café Bourrellerie. Pardon, je ne suis pas sûr. Excusez-moi, madame. Rassurez-vous, vous serez bien payé pour faire le boulot que vous faites. Non, pardon. Là, il est peut-être au verso. Ou alors au verso de la Grande. Oui, ah oui. Non. Non. Ah si, ça y est, excusez-moi. Là. Ah ben non, je ne l'ai pas en photo. Ouais. C'est dommage, mais il existe une photo de 1905, la façade du Café des Sports. Rien à voir avec le café d'aujourd'hui. C'était une bourrellerie. C'est-à-dire qu'on y faisait là les colliers pour les chevaux, n'est-ce pas? Et ça faisait en même temps café. C'était tenu par la famille Jumel. Et c'est là aussi où il y a eu la première pompe à essence de Renneville lorsque l'automobile s'est développée. Et alors, il y a une petite anecdote à ce sujet. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque. En dehors du café, pratiquement personne n'avait le téléphone. Il y avait encore moins de téléphone portable. Et quand on avait besoin du docteur, on venait prévenir le café. Il mettait un drapeau rouge accroché à la pompe à essence. Et quand le docteur passait, il voyait le drapeau, il s'arrêtait au café, il disait « Qui c'est qui est malade? Où est-ce qu'il faut que j'aille ?» Et ce docteur, ça a été longtemps le docteur Cohn, qui habitait à Rubempré. C'était le seul toubib du coin. On m'a raconté qu'au début, il faisait ses tournées dans les villages en Jeep. Après, il a eu une traction, une Citroën traction, n'est-ce pas? Et il procédait... Alors, c'était les docteurs de campagne de l'époque, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les accouchements à domicile. Hein, mon épouse, je le répète, est née ici, puis nous, on habite 2 maisons plus loin. Hein. Alors, c'est marrant, parce qu'elle est allée à l'école étant gosse à Renneville, puis elle a fini ses 20 dernières années de sa carrière d'enseignante à Renneville. Hein. Bon, heureusement, entre deux, on a voyagé quand même un peu, parce que sinon, ça faisait un peu court. Quoi. Bon, donc, voilà, ce fameux café qui est devenu aujourd'hui le Café des Sports. Je vais dire un mot, mais Alain complétera, sur les relais de poste. Alors vous savez qu'il y avait des diligences tirées par de nombreux chevaux, et si je dis des bêtises, tu me corriges Alain. Hein. Et il y avait un cocher, comme Alain là actuellement, mais il y avait aussi un postillon. Et le postillon, il était assis à Califourchon sur le premier cheval. Et il avait des grandes bottes pour se protéger, parce que les éclaboussures, hein, c'était des chemins de terre bien souvent, hein, donc pour se protéger. Et on appelait ça des bottes de 7 lieues. Et bien les bottes de 7 lieues parce que les relais étaient tous les 7 lieues. Une lieue, c'est la mesure de distance de l'époque, ça équivaut à peu près à 4 km. Donc ça veut dire que le long de ces routes, et notamment des routes royales comme on les appelait, tous les 28 km environ, hein, c'était pas absolument précis, il y avait un relais de poste où on changeait les chevaux. Et vraiment à la manière des stands des courses automobiles d'aujourd'hui. Là, vous avez tous vu ça à la télé, en quelques secondes ils ont changé les roues, etc. Ben là, en quelques minutes, on changeait les chevaux. Les chevaux, on leur donnait à boire, à manger, ils repartaient. Bon, les gens pouvaient également s'arrêter, ça faisait en même temps auberge. Voilà ce qu'on appelait les relais de poste. Peut-être ajouter sur la route du Poisson. Oui, alors les relais de poste, alors les bottes de 7 lieues, comme je parle, c'était également des bottes renforcées, souvent en cuir ou en bois, la botte de droite, parce que le postillon était assis sur le cheval porteur qu'on appelait le cheval de gauche. Et vous savez, dans ces cas-là, il y a le cheval de droite à côté. Et quand les chevaux serraient trop fort, il avait la jambe écrasée entre les deux. Donc pour éviter d'avoir la jambe écrasée, en fait, il y avait cette botte qui était assez solide. Et les postillons, alors eux, ils accompagnaient bien souvent, parce qu'on changeait les chevaux à chaque relais. Et si vous avez l'occasion d'aller à Bernay-en-Ponthieu, vous connaissez, non? Alors allez-y par curiosité, c'est magnifique. C'est le dernier relais de poste qui nous reste du département, il est magnifique, il est resté dans son jus. Il y avait 250 chevaux. 250 chevaux, ça équivaut à peu près à 70-80 salariés. Il y avait deux maréchaux ferrants, il y avait tout. D'abord, il y a un très beau texte qui a été écrit par Victor Hugo, qui décrit justement le matin dans un relais de poste. Et ils ont gardé cette lettre. Et ça servait également de relais pour la route du Poisson. Alors, en fait, il y avait 2 façons de se déplacer, si vous voulez. Enfin, il y avait plein de façons, mais c'est avec les chevaux en tout cas. Il y avait la poste aux lettres, donc c'est ce qu'on appelle, on vient de parler, et la poste aux poissons. Alors la poste aux poissons, ça commence à peu près à partir du 10e, 11e siècle. L'Église impose de la part des jeunes qui pouvaient atteindre 200 jours par an, c'est-à-dire sans viande, surtout sans viande rouge. Et donc on remplaçait ça par du poisson.
Alors quand vous étiez dans des régions à l'intérieur du pays, du côté de Tours, etc., vous aviez du poisson qui arrivait, souvent c'était des tanches qui arrivaient dans des récipients en bois, avec un petit peu d'eau, mais ils tenaient le coup. Et on mettait ça sur les dos des chevaux. Mais ici, on avait la chance d'être pas loin de la mer. Et le poisson noble par excellence à l'époque, c'était le poisson de mer. Donc le poisson de mer, il y avait deux façons de le ramener. On le ramenait soit en battant les chevaux. Un boss, vous savez ce que c'est qu'un boss? C'est un système comme une selle, et ça vous permet de mettre des marchandises sur le dos du cheval. Donc on arrivait, les chevaux battaient, on leur mettait à peu près autour de 100 kg de poisson sur le dos, ils faisaient 100 km dans la journée. Et c'est ce qu'on appelait le chasse-marée, c'est-à-dire qu'on avait jusqu'une centaine de chevaux qui étaient poussés comme ça. Donc on allait chercher le poisson en bord de mer, on mettait ça sur les chevaux et on poussait les chevaux jusqu'à l'endroit où ils allaient être consommés. Et souvent d'ailleurs c'était dans les abbayes. Il y a une marche arrière. Allez, voilà. Souvent d'ailleurs les premiers clients c'était les abbayes, forcément, par la force des choses. En plus ils avaient de l'argent. Et après quand on vendait d'abord à l'évêque et aux abbés, ensuite c'était aux seigneurs du coin et après c'était pour ce qui restait, c'était pour les autres. Et à l'époque, donc la grande route, qui s'appelle aujourd'hui la route du poisson, qu'on va refaire en mois de septembre, c'était une voiture, elle, qui était attelée à 5 chevaux, qui partait de Boulogne-sur-Mer. Alors au départ, on partait de Saint-Valery, mais à partir du 15e, 16e siècle, le port commence à s'enliser, donc les bateaux d'un bon gabarit ne peuvent plus rentrer dans le port. Et le premier port en eau vive qu'on puisse trouver, après, c'est Boulogne-sur-Mer. Donc c'est après, donc on a ramené ce poisson de Boulogne-sur-Mer à Paris ou de Calais à Paris, et c'était ramené par des voitures qui étaient tirées par 5 chevaux, des voitures à 2 roues, et on mettait 5 tonnes de poisson dedans. Donc ils faisaient ça en moins de 24 heures, parce que si vous dépassiez les 24 heures, le poisson de ce temps-là, le poisson était considéré comme gâté, et après on était taxé d'empoisonneur, et on risquait la peine de mort. Aujourd'hui c'est plus le cas, mais à l'époque on risquait la peine de mort si on empoisonnait. Donc on reliait, alors eux, ils prenaient pas trop les relais de poste, sauf celui de Bernay-en-Ponthieu, parce que c'était Boulogne, ils passaient par Bernay-en-Ponthieu, et après on passait soit par Rennes, soit par Amiens, et on allait jusqu'à Paris. Et eux, je ne sais plus où j'en étais là. À Paris, ils arrivaient rue des Poissonniers. Boulevard Poissonnière, rue des Poissonniers, ils arrivaient au Halles. Et c'était le même qui avait acheté son poisson à Paris, à Boulogne, qu'il vendait à Paris. C'est-à-dire qu'il était 18 heures sur le dos d'un cheval, dans le meilleur des cas. Ça pouvait aller jusqu'à 24 heures, sur le dos des chevaux. Et on reliait tous les 40 km. Alors, ils avaient le relais de poste de Berny, alors ça, c'était un relais de poste énorme. Mais souvent, c'était trop cher pour les chasse-marées. Les relais de poste, c'était trop cher. Donc, comme ils avaient leur cavalerie, elle était disposée dans des fermes souvent. Et là, on va le refaire. D'ailleurs, ils vont essayer de retrouver les fermes d'origine pour faire les relais, justement. Mais ils ne relayaient pas tous les 28 km comme la Poste. Hein. Il fallait que ce soit beaucoup plus rentable, donc c'était à peu près 30 à 40 km. Et quand on avait loupé le relais, parce que les chevaux n'étaient pas prêts, eh bien on continuait. C'est-à-dire qu'on sautait le relais. Donc à l'époque, et il y a eu d'ailleurs beaucoup d'accidents, les gens s'endormaient sur les chevaux, ils tombaient, ils passaient sous la roue. Et dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'était repris par quelqu'un parce qu'il ne fallait pas perdre le poisson. C'était repris par quelqu'un et on continuait jusque Paris. Et souvent, ils revenaient à vide. Alors autant pour la poste aux lettres, on laissait les chevaux et on les ramenait on les ramenait au point de départ. Hein, par les postillons, donc ils étaient obligés de revenir à pied, au pas. Autant pour la poste au poisson, ils partaient avec les chevaux et à chaque relais on changeait, mais on les ramenait au relais en retour. Hein, et souvent ils rentabilisaient en ramenant d'autres choses. Donc là on va la refaire, la route du poisson, mais bon, plus dans les mêmes conditions, c'est avec des chevaux à 2, avec des attaches de chevaux, hein, plus à 5. Alors le problème aussi c'est que... Allez, avance. Allez. Allez. Sur le poisson qui arrivait en retard, je ne sais plus le titre du film, mais c'est Depardieu qui joue le rôle. Oui, c'est ça. Qui joue le rôle du chef cuisinier de Louis XIV, je crois, et qui se suicide parce que justement le poisson est arrivé en retard. Le cheval, il a fait ses besoins. Ah ben oui, mon pauvre garçon. C'est dramatique. Il y a qu'à mettre ça à pied de fleurs. Quand tu as une tache de pétrole par terre, on ne dit rien. Là, tu prends la rue de Villers et tu t'arrêtes devant l'église, s'il te Christian, plaît. vous allez le ramasser tout à l'heure.
Moi, je fais pas de jardin. Alors, il faut dire aussi que la route du Poisson, les villes étaient fermées la nuit. Je te dis. Quand on arrivait à Amiens, la ville était fermée. Donc il fallait contourner Amiens. Donc on passait par Argonne pour rattraper du riz après. Alors, on arrive à l'église. Allez, L'église, le patronyme, c'est Saint-Éloi. Mais avant de parler de l'église actuelle, je voudrais évoquer les deux églises précédentes. La toute première, tu t'arrêtes devant. Hein. Là, ouais, mais pas trop loin pour qu'on puisse voir. Voilà. Oui, la première église, elle s'élevait au milieu de l'âtre. Alors l'âtre, c'est le nom qui était donné au cimetière. Vous voyez où se trouve aujourd'hui le cimetière, qui était d'ailleurs à l'écart. Le premier village de Renneville était là-bas. Il était là-bas. Et puis, il s'est ensuite déplacé. Et dans cette église, tout ce qu'on sait, la date de construction est inconnue. On n'a pas d'archives. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le portail était orienté à l'ouest et le chœur à l'est. C'est-à-dire vers la Terre Sainte, vers Jérusalem, comme cela se faisait très souvent autrefois. Elle a été détruite par les Espagnols en 1636. Alors un mot, 1636, c'est une année tristement célèbre chez nous, parce que nous sommes en pleine guerre entre la France et l'Espagne. L'Espagne encercle la France. Vous allez me dire, il n'est pas très bon en géographie, le père Manable. Oui, sauf qu'à l'époque, il y avait l'Espagne, au sud, il y avait tous les territoires, Franche-Comté, etc., Savoie à l'est, pardon, et au nord, il y avait les Pays-Bas, il y avait les Flandres et l'Artois. Et la frontière nord du royaume de France, à l'époque, c'était la rivière Authie, qui passe à Doulan. D'un côté de l'Authie, c'était l'Espagne, c'était l'ennemi, de l'autre côté, c'était la France. Et l'Espagne est alors un des pays le plus riche du monde. C'était pas les États-Unis comme aujourd'hui, la Chine ou tout ce que vous voulez, parce que l'Espagne avait participé aux grandes découvertes à partir de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle. Ils avaient donc découvert l'Amérique, ils avaient découvert des terres également en Asie, et ils ramenaient de ces terres lointaines, de ce nouveau monde, comme on disait, des richesses considérables. Des bateaux chargés d'or, d'argent, d'épices, de produits nouveaux, les patates, le maïs, les tomates, etc. Et l'Espagne s'enrichit. Et quand on est riche, on est impérialiste. On veut dominer le monde. Et donc il y a une opposition très vive entre le royaume d'Espagne et le royaume de France. C'est la raison pour laquelle on a construit à Doulan une des plus grandes citadelles de France. Sous Henri IV, c'est pas Vauban, hein, c'est Erard de Bar-le-Duc, l'architecte militaire qui l'a conçu. C'était pour protéger la frontière nord du royaume de France. Et on a construit la même, avec le même architecte au nord d'Amiens, parce que c'est au nord qu'arrivait l'envahisseur espagnol. Mais quand vous habitez entre les deux, à Talma, à Villers-Bocage, à Renneville, etc., vous n'avez pas de muraille qui vous protège, et encore moins de citadelle. Alors qu'ont fait nos ancêtres picards, ils se sont muchés. Et se mucher en picard, ça veut dire se cacher. Et se cacher où? Sous terre. Dans la craie bleue, c'est-à-dire dans la craie à silex, dans la craie solide. On a creusé des villages souterrains. Évidemment, le plus connu, c'est Naour, nord en Picard. Ne vous déplaise, mais ce n'est pas les souterrains les plus intéressants. Ce qui est bien à nord, c'est que c'est immense. C'est qu'on pouvait y descendre plusieurs milliers de personnes. C'est qu'on pouvait, quand c'était possible, faire un plan incliné pour descendre le bétail et pour descendre les récoltes. Ces souterrains refuges, c'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour la nourriture, parce qu'il n'y a qu'une récolte par an. Et si la récolte était mauvaise, on ne pouvait pas faire venir du blé d'Ukraine, de Russie ou du Canada ou de je ne sais où, on se contentait de la nourriture sur place. Mauvaise récolte, famine, mort. Donc on protège les récoltes dans ces villages souterrains. Ici à Renneville, on a exploré les souterrains. Il y a une entrée qui se situe un peu plus loin, devant la ferme de M. Gilbert Lavis, la rue de Villers-Bocage. Nous y sommes descendus dans les années 1980 avec le GIEOS, Groupement d'intervention et d'exploration des ouvrages souterrains, qui est reconnu d'utilité publique. Et on est descendu à plusieurs dans ce souterrain. Il y a sous Renneville, effectivement, des souterrains. Une petite anecdote, on était 3. Alain Ducange, adjoint aujourd'hui, était le premier. On rampait, parce que c'était effondré. Il arrive dans une salle. Oh, il y a une salle. Il avance dans cette salle, la moitié du corps. Moi, j'étais en 3e position, je crois. Courageux, mais pas téméraire. Et d'un seul coup, la craie humide, en petits morceaux, commence à lui tomber là, au niveau de la ceinture. Il n'a pas paniqué. Il s'est dégagé tout doucement pour ne pas provoquer un autre éboulement. Et puis, quand il s'est dégagé,
Et en plus, il est grand, Ducran, je fais 1m90. On a tiré, on voyait pas le bout, quand est-ce que ça va finir. On l'a tiré, on l'a sorti de là. On est remonté avec nos lampes et nos pelles et nos pioches, etc. On est allé boire un calva au café, puis on n'est plus descendu. Bon. Par contre, il y a des spécialistes, alors c'était pas nous on était des amateurs, mais des spécialistes de GEOS qui sont descendus dans ces souterrains, dont l'entrée, un puits, se trouve à la maison d'Olivier Houlier. C'est-à-dire juste avant la boulangerie d'aujourd'hui, vous voyez, hein, de ce côté-ci, sur la gauche de la rue de Pierregaud. Et alors là, c'était extraordinaire, ils sont descendus, alors je crois, à 80 mètres de profondeur, parce que la nappe phréatique ici est à 85-100 mètres à peu près. Hein. Et alors, au début, c'est maçonné avec des grès, et puis ensuite, ça s'écarte à la manière, si vous voulez, d'une bouteille. Vous voyez, le goulot de la bouteille, ensuite le corps de la bouteille, une plateforme, où on a retrouvé des graffitis religieux, chrétiens, et puis au milieu de cette plateforme, avec un diamètre plus petit, eh bien, le puits qui se prolonge jusque la nappe phréatique. Et donc ça atteste bien qu'il y avait une vie souterraine. Lors des invasions, les Rennevillois allaient se réfugier là-bas. J'ai exploré aussi ceux de Talma, un réseau immense à Talma, et avec par endroits une forte odeur d'eau de lessive. Parce que comme il n'y a pas de tout à l'égout, les gens rejetaient cette eau, et comme les souterrains se trouvaient dans la partie basse du village, l'eau finissait par aboutir dans certaines salles souterraines. J'ai évoqué Nord, mais il faudrait aussi évoquer Dompierre, où se trouve Doncoeur, excusez-moi, où se trouvent certainement les souterrains les plus authentiques. Ils sont dans leur jus. Ils n'ont pas été transformés comme à Nord, où le curé, l'abbé d'Anicourt, à la fin du 19e siècle, avec ses ouailles, a dégagé, n'est-ce pas, ces souterrains qui, par endroits, étaient effondrés, et puis on a rajouté. Et puis il a fait des fouilles archéologiques, mais avec les méthodes de l'époque, c'est-à-dire des méthodes beaucoup moins scientifiques qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je dis, voilà, c'est pas tout à fait les souterrains d'origine. Bien, néanmoins c'est intéressant. On a dénombré 300 souterrains refuges dans le département de la Somme. 300. Et moi je dis que notre histoire, nos racines, elles sont là. Souterraines, invisibles forcément, bien souvent rebouchées, disparues, mais ça fait partie intégrante de l'histoire de notre région, qui était une région très longtemps frontalière. Et en 1636, les Espagnols envahissent, ils brûlent tous les villages d'Oulan, Talma, Renneville, Villers-Bocage, etc. Et ils vont jusque l'abbaye bénédictine de Corbie, où cette belle abbaye qui datait de l'époque de Charlemagne a été totalement détruite. Donc, j'en reviens aux églises, parce que là j'ai fait une digression un peu importante. La première église était donc là-bas, et elle a été détruite par les Espagnols en 1636. Des fouilles ont été menées au début du 19e siècle, et qui ont permis simplement de découvrir les fondations. C'était une église modeste. Le village faisait à l'époque, je le rappelle, à peu près 400 habitants. La deuxième église a été construite vers le milieu du XVIIe siècle, quand le village se fixe le long donc, de la rue principale, l'ancienne voie romaine. Et l'église était là aussi orientée ouest-est, c'est-à-dire que l'entrée de l'église était par ici, vers l'est, et le chœur, l'abside, était dirigé vers l'ouest. Et alors cette église, évidemment, personne ne la connaît, et pour cause, elle a été détruite volontairement par les hommes en 1860, mais je vais vous en montrer une image. Et ça, c'est un document exceptionnel. Je l'ai retrouvé dans le livre écrit par l'abbé Messiot, qui a été un curé de Renneville, un historien. Il faisait partie des Antiquaires de Picardie, qui est la plus vieille société savante de la Somme, fondée en 1836, au musée. Ils ont participé à la construction du musée de Picardie. Et l'abbé Messiot a laissé un livre manuscrit, un seul exemplaire, grand format, et dans lequel il raconte l'histoire de Renneville, et dans lequel il narre des témoignages, on est vers 1850, des témoignages faits par des anciens de Renneville. Et ces anciens avaient connu l'époque révolutionnaire. Et il a dessiné lui-même l'église, la voici, en couleur. Voilà, et elle était là. Là, vous voyez, sur le parvis, là où il y a cette sculpture en hommage à l'association du Pays des Coudriers, et l'abside, c'est-à-dire le cœur de l'église, débordait un peu sur la rue de Pierregaud. Il faut dire qu'à l'époque, les rues, c'était pas du goudron, c'était pas aménagé, c'était pas bien droit, c'était des chemins de terre, de véritables cloaques lorsqu'il pleuvait, n'est-ce pas? Donc, voilà cette fameuse église. Et l'abbé Messiot, curé de Renneville, en fait une description
calamiteuse. Je vais vous lire des passages. Pardonnez-moi, je reprends mes antisèches. Alors, la deuxième église, donc, l'église est orientée ouest-est, l'abside débordait légèrement sur la rue, je l'ai dit, et en 1860, l'abbé Messiot, curé de Renneville, en fait une description apocalyptique. Il dit, elle s'effondre, elle est devenue véritablement dangereuse, et puis surtout, elle ne parvient plus à contenir la population du village. Elle a été construite, je le rappelle, au XVIIe siècle, quand il y avait 400 habitants. En 1850, il y a plus de 1000 habitants. Et les gens à l'époque étaient croyants, étaient pratiquants. Étaient pratiquants, ils allaient à l'église tous les dimanches, et même peut-être aussi en semaine. Donc il fallait une nouvelle église, parce que l'ancienne était vétuste, même devenue dangereuse, et parce que la population du village avait donc augmenté. Donc voilà cette très belle église, mais on voit effectivement qu'elle est plus fameuse. Hein. On le voit notamment sur les côtés, là, les nefs collatérales sont quand même en triste état. Surtout, ne me perdez pas, parce que sinon je prendrai sur votre salaire. Alors, venons-en à celle-ci. Là, celle-ci, vous la connaissez. Cette église, les trois acteurs de la construction sont le curé, donc l'abbé Adolphe Messiot, qui a été curé ici pendant 10 ans, 1851-1861. L'autre acteur, c'est Valentin Maison, qui était le maire de Renneville à l'époque. Et puis, troisième acteur, c'est Nathalie et Adolphe Weiss, V-A-Y-2-S-E, qui sont les héritiers des derniers seigneurs de Renneville. En fait, ils n'habitaient pas ici, ils habitaient le château d'Allonville. Mais ils avaient des terres sur Renneville. Et donc, ils vont donner le terrain et ils vont donner l'argent pour construire cette église. Et ça s'est très souvent passé comme ça dans nos villages au XIXe siècle. C'est les anciens seigneurs qui, une fois la Révolution française passée, d'ailleurs, sont toujours là. Ils occupent les postes de responsabilité politique. J'ai écrit un autre bouquin où je parlais du château à la ferme, pour montrer qu'une fois la Révolution française passée, 1789, il a fallu attendre la Troisième République, qui commence en 1870, pour que les idéaux révolutionnaires et républicains, liberté, égalité, fraternité, eh bien, s'inscrivent dans nos villages. Parce qu'au lendemain de la Révolution française, je pense à Bertang, les deux Clermont-Tonnerre, qui étaient là depuis le début du XVIIe siècle, eh bien, ils deviennent maires, ils deviennent conseillers généraux, députés, etc., comme si la Révolution française n'était pas passée. C'est seulement sous la Troisième République que le pouvoir passe du château à la ferme. À la ferme, c'est-à-dire que cette fois, ce sont les agriculteurs, et plutôt les riches agriculteurs, eh bien, qui occupent les postes de responsabilité politique. Donc les Weiss ont fourni le terrain et l'argent. Alors les fondations de cette église que vous avez sous les yeux sont creusées en 1860. L'église est bénite le 15 juin 1862, c'est-à-dire qu'il a fallu 2 ans pour la construire. La flèche s'élevait à 16 mètres de hauteur, et voilà ce que vous n'avez sans doute pas connu. Une carte postale du début du XXe siècle qui représente l'église de Renneville avec une flèche haute de 16 mètres et au coin du clocher, eh bien, des petits clochetons. C'était quelque chose de très harmonieux, de très beau. Et puis, cette flèche, elle a été, elle a été refaite en 1923 suite à des intempéries, des tempêtes, des orages, etc. Et en 1968, la municipalité de l'époque remplace la flèche par ce que les Rennevillois ont surnommé un tchocapieux, c'est-à-dire un petit chapeau, n'est-ce pas, actuel, qui s'élève, lui, à 4,50 m. Bien. Je rappelle qu'ici, à Renneville, nous sommes à 112 mètres d'altitude. D'ailleurs, il y a une bande géodésique là tout près du monument aux morts. 112 mètres, c'est la hauteur de la flèche de la cathédrale d'Amiens. Donc on est quand même un petit peu en hauteur. Bon, c'est pas la montagne, n'exagérons rien. Hein. Bon, en tous les cas, voilà l'allure qu'avait l'église à l'époque, avant 1923 et surtout avant 1968. Alors, les architectes. D'abord, l'église est de style néo-gothique. Bon, effectivement, elle s'inspire de ce style des cathédrales du Moyen-Âge et c'est un soubassement en grès, vous voyez, en grès de pays. Nous sommes dans le croissant du grès qui va de Corbie à Vignacourt et qui entoure donc le nord d'Amiens. C'était un pays du grès. D'ailleurs, à Molière-au-Bois, on a su les mettre en valeur. Et
les graissiers, les gens qui exploitaient le grès pour faire les pavés des rues, pour faire les margelles des puits, pour faire le pont du Canche par exemple à Amiens, pour faire également les soubassements de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, et les grès également d'ici. Les graissiers ne faisaient pas de vieux os. J'ai étudié à Moliens-au-Bois les registres d'état civil concernant les décès. On s'aperçoit que ces gens-là, à 30 ou 40 ans, ils mouraient. Pourquoi? Parce qu'en taillant le grès, qui est un agglomérat de sable, ça dégageait de la poussière qu'ils respiraient et ils avaient les mêmes maladies que les mineurs du Nord, c'est-à-dire la silicose. Donc, excuse-moi, Christian, je vais te laisser continuer, mais moi je vais continuer, je vais atteler parce que parce que sinon on va pas être à l'heure pour le prochain. oui, ah oui, tu as raison. Je fais le tour, tu fais comme si j'étais Oui. Tu fais comme si j'étais pas là. Oui, je préfère que tu sois là quand même pour conduire, parce que moi je ne sais pas. Hein. Bon, la voûte intérieure de cette église Saint-Éloi, Saint-Éloi c'est le patron des forgerons, s'élève à 14 mètres de haut. Hein. Et alors, je voudrais dire un mot sur les architectes, parce que c'est assez exceptionnel. Les architectes s'appellent, retenez bien ce nom parce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Il s'appelle Victor de Lefortrie et son fils Paul. Ils sont originaires de Lille. Ils ont installé leur cabinet d'architecture, place Longueville, devant le cirque. Et il figure... La fin du voyage se fait à pied, messieurs, dames. Alors, tout en avançant, pour ne pas perdre de temps pour le groupe suivant, je vais terminer sur les architectes de l'église, donc les de Lefortrie, installés en face du cirque à Amiens, les architectes les plus prolifiques du département de la Somme dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ils ont construit environ 50 églises dans la Somme, n'est-ce pas ? Mais aussi dans l'Oise, dans l'Aisne, dans le Pas-de-Calais, en Seine-Maritime et en Seine-et-Marne. Je vais vous citer quelques églises parce qu'elles ont toutes un air de famille. Elles se ressemblent, néo-gothiques. Et d'ailleurs, on raconte que le père et le fils de Lefortrie, ils se baladaient dans les villages à l'époque parce qu'on avait besoin de nouvelles églises, avec un catalogue sous le bras où il y avait 3 modèles, petits, moyennes et grandes, en fonction de la population et en fonction des disponibilités financières des municipalités. Alors, quelques exemples. Saint-Jacques à Abbeville, c'est eux. Ailly-sur-Noix, Amiens, l'église Sainte-Anne et Saint-Rémy, Beauval, l'église Saint-Nicolas, Flesselles, l'église Saint-Eustache, Fréchancourt, Saint-Gilles, Coisy, 1853, c'est la première, ça a été un peu leur brouillon si je puis dire, hein, le premier essai, Poulainville, Vignacourt, etc. Mais ils ont aussi travaillé pour la famille Grimaldi, Monaco. Ils ont restauré le château de Marché dans l'Aisne qui appartient aux Grimaldi et ils ont construit le musée océanographique de Monaco. Hein, donc vous voyez, c'était quand même des architectes prestigieux. Mais, je vais retomber, c'est des églises de pacotille. Des églises pas chères, qui se ressemblent toutes. Et c'est du tape à l'œil. Mais ça ne résiste pas au temps, n'est-ce pas ? Des églises bon marché, c'est vrai, mais on le voit, avec le temps, ça pose problème. Celle de Moliens-au-Bois, 3 ans après sa construction, commence déjà à présenter des problèmes de structure. Alors, un mot maintenant sur l'abbé Jules Gavois, et je terminerai par là, avec sa voiture Antoinette. Ah, alors ça, c'est célèbre. Voilà Antoinette et l'abbé Jules Gavois, qui a été curé de Renneville de 1901 à 1927. Et il l'a appelée Antoinette parce qu'il a prié Saint-Antoine de Padoue pour faire baisser le prix d'achat de la bagnole qu'il avait achetée à 3. N'est-ce pas ? Bien. Alors, il arrive à Renneville avec cette voiture et il devient un des pionniers de l'automobile en France. C'est une Panhard Levasseur, modèle Daimler, 1891. Aujourd'hui, il n'en reste que 3 dans le monde. Celle-ci a été exposée à l'Automobile Club d'Amiens, rue Saint-Fucien. Et aujourd'hui, elle est dans l'entrée du musée national de Mulhouse, des frères Schlumpf, n'est-ce pas ? C'est le plus beau musée automobile de France. Et dans l'entrée, il y a Antoinette, qui vient d'ici, qui vient de Renneville, n'est-ce pas ? Je leur ai d'ailleurs envoyé de la documentation à l'époque pour faire le panneau de présentation. Et alors, je termine.
il est allé à l'Arc de Triomphe à Paris et il a fait un baptême de l'air avec l'as de l'aviation française de la Première Guerre mondiale qui s'appelait Nagesser. C'était en 1921. Et alors, quand il est descendu de l'avion, il a dit c'est dommage que ça n'a pas duré plus longtemps. C'était vraiment un pionnier de l'automobile, un casse-cou, un curé, je dirais, assez exceptionnel. Voilà. Mesdames et messieurs, la visite est terminée. Si vous considérez que ça méritait... Vous savez, en tant que prof, j'étais pas habitué aux applaudissements et encore moins au rappel, n'est-ce pas? Donc merci à vous, ça me fait très plaisir. Mais si vous applaudissez, je vais être tenté d'en mettre une louche. Et je voudrais pas abuser de votre patience. Bonne fin d'après-midi à vous. Merci. Attends les filles, j'arrive. De là, on va aller au mois prochain. On va au mariage à la ferme les août. Ah ouais. Et ils avaient, à l'époque, je me souviens, ils avaient une... je veux dire, au bout. Faut en mettre deux. Ah d'accord. Vous habitez ici non? Maintenant, j'habite à Rennes, dans la maison de Vallée. Ah, c'est vous qui habitez là? Je ne vois pas ce souvent. Il y a du boulot là. Ouais, ça avance, mais encore. D'accord. L'intérieur est bien avancé, mais Allez, hein. Vous allez faire un Tu filmes plus la deuxième fois.